Bonjour à tous et bienvenue dans cette longue vidéo où on va faire une analyse d'une conférence de Monsieur Courtillot. Monsieur Courtillot, il critique le consensus scientifique d'un changement climatique d'origine humaine. Si vous ne connaissez pas ces thèses, eh bien, c'est quand même l'occasion d'apprendre plein de choses sur le climat et de regarder un peu en profondeur certains des arguments apportés par les climato-sceptiques. Cette vidéo tourne pas mal sur internet. Si on regarde les différentes occurrences de la vidéo et qu'on essaye d'additionner les vues, on tourne autour de 250 000 vues, ce qui n'est pas du tout négligeable. Moi par exemple, je fais beaucoup moins. On m'a beaucoup envoyé ce contenu quand je faisais les vidéos sur le changement climatique. Et à l'époque, j'avais commencé une petite analyse. Du coup, vous pouvez voir que ça a pas mal traîné en longueur. La vidéo est déjà longue, mais je ne vais parler que d'un tiers des arguments que développe Monsieur Courtillot dans cette conférence. Alors je n'ai pas choisi ce dont je vais parler, j'ai juste pris le premier tiers pour des raisons simplement de temps. Critiquer, analyser des éléments techniques et scientifiques n'est pas toujours facile. J'ai essayé non seulement de me mettre à la place de Monsieur Courtillot et de comprendre ce qu'il voulait nous dire, mais aussi de voir ce qu'il avait à sa disposition lors de cette conférence en 2011. Qui est Monsieur Courtillot ? C'est un grand physicien français, c'est indéniable. Il me faudrait 30 minutes de plus pour parler de tous ses prix ou résumer ses travaux, alors je vais me contenter d'une petite anecdote. Quand je faisais mes recherches sur les extinctions de masse, il est cité dans le texte de l'article Wikipédia en anglais, donc ça veut bien dire que son apport est visible de tous. Bref, j'ai un grand respect pour beaucoup des travaux de Monsieur Courtillot et quand j'ai commencé cette analyse, je partais avec un a priori positif. Mais il faut quand même rappeler que Monsieur Courtillot n'est pas un expert du climat, et il le rappelle au début de la conférence. Permettre extrêmement respectueusement de faire un seul commentaire négatif par rapport à ce qu'a dit David Pouilloux, c'est qu'il m'a très gentiment présenté comme spécialiste du réchauffement climatique et je suis justement tout sauf un spécialiste du réchauffement climatique et justement de ne pas être spécialiste me vaut assez d'ennui et m'a conduit néanmoins, et j'espère vous montrer un peu comment, à m'attaquer à ce problème justement dont je n'étais pas spécialiste. Donc c'est parti pour une petite analyse de ce que nous dit Monsieur Courtillot. Je vais d'abord mettre des passages de la conférence et ensuite les commenter. Je ne me suis pas amusé à relever les insinuations dans son discours, mais je vous conseille de faire attention, certaines de ses formulations sont loin d'être neutres. Monsieur Courtillot nous dit aussi au début qu'il va beaucoup utiliser des données. Eh bien moi aussi, je vais beaucoup utiliser des données. Donc à vos écrans. Alors je vous ai dit que je vous parlerai surtout de données existantes. Le principal centre qui fournit à tous les scientifiques du monde des données sur la température globale de l'atmosphère, c'est un centre britannique qui s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans des modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire. Et là, nous avons un premier petit problème. En fait, le Hadley Research Center n'est pas le principal centre. Il est l'un des centres principaux. Ici, je vous montre une figure extraite du 4e rapport du GIEC, qui est contemporain de cette conférence de Monsieur Courtillot et qui l'utilise. On y voit la différence de température en fonction du temps, par rapport à la moyenne de température entre 1961 et 1990. Les courbes lisses sont des moyennes glissantes sur 10 ans pour voir la tendance. Sur cette figure, on voit bien que le Hadley Research Center n'est pas le seul à fournir une série de données de température. Il faudrait citer les séries produites par la NOAA et la NASA, qui ont la même importance. La 4e source est moins utilisée. Les équipes de chercheurs derrière ces séries prennent des approches différentes et ils sont indépendants. C'est pour ça que l'on voit des différences, même s'il faut bien constater que l'ensemble est plutôt cohérent. La vidéo de Monsieur Courtillot est tout de même assez vieille et un autre rapport du GIEC est sorti depuis. Voici la courbe correspondante, sauf qu'ici il n'y a pas eu de moyenne glissante, juste un point par an. On voit que nos 3 jeux de données sont encore là, celui de la NOAA ayant juste changé de nom. Un 4e jeu de données est de plus en plus utilisé, celui du Berkeley Earth Group, et on en reparlera. On peut aussi voir que les différences entre les jeux de données se sont réduites depuis le précédent rapport du GIEC. Cette question continue d'être travaillée, on réduit les erreurs possibles chaque année et on continue de collecter des données sur le passé. Plus on a de données et plus les différences se réduisent. C'est quand même beau de voir une science aussi solidement établie sur les observations, sur les faits. Pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup d'articles qui comparent les jeux de données, qui en construisent des nouveaux, qui les complètent, etc. Vous n'aurez aucun mal à en trouver. Bref, on n'a pas le droit de dire que le Hadley est le seul centre de recherche qui fournit toutes les données aux scientifiques. Après cette longue et intéressante parenthèse, revenons aux propos de Monsieur Courtillot. Ça s'appelle le Hadley Research Center. Quand vous voyez les lettres HAD dans des modèles, ça veut dire que ça vient de ce laboratoire qui a déterminé à partir de millions de données l'évolution de la température moyenne de la basse atmosphère. Quand on dit température sans être plus précis, c'est la température de la basse atmosphère, c'est-à-dire la température à la surface de la Terre, là où nous vivons. Et on distingue en général les données qui sont acquises par des stations météorologiques sur les continents et les données qui sont acquises sur les océans.
La courbe noire que vous voyez ici pour les continents et les océans, c'est la courbe moyenne d'évolution de la température telle que croit pouvoir la déterminer ce centre britannique. Vous voyez les graduations sur le côté gauche. On est à 2/10 de degré Celsius entre deux graduations. Vous voyez en couleur les sources d'incertitude dans les mesures de plus en plus anciennes. Il y a de plus en plus d'incertitudes. Vous voyez qu'on connaît moins bien les données de 1850 qui sont à gauche que les données de l'an 2000 qui sont à droite. Une fois que je vous ai dit ça, vous voyez le réchauffement climatique. Vous voyez qu'à cause de l'incertitude sur les continents, on ne voit guère d'évolution de 1850 à 1975 à peu près, mais à partir de 1975, on voit que depuis 30 ans, la température des continents a l'air de monter. La présentation ici rend la chose vertigineuse. Vous voyez que l'amplitude totale est de 0,6 degrés Celsius. Il est évident que c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable d'estimer ou de sentir avec votre corps et avec les capteurs dont la biologie nous a équipés, mais c'est quelque chose de significatif quand on fait une moyenne à l'échelle du globe entier. Ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'on a des centaines de stations météorologiques depuis 150 ans sur les continents et qu'on a une incertitude assez large, ce laboratoire anglais nous dit que dans les océans, vous le voyez, l'incertitude est beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible en 1850. Vous voyez qu'on déterminait la température moyenne des 2/3 de la surface du globe. Je vous rappelle que l'océan, c'est les 2/3 de la surface du globe, avec presque la même précision qu'aujourd'hui avec tous nos satellites et tous nos bateaux qui sillonnent les océans. Et je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois. Monsieur Courtillot est pantois, mais est-ce que nous le sommes aussi? Pour le savoir, on va un petit peu creuser. Il nous fournit gracieusement la source de son image. On va donc retrouver le papier scientifique d'origine en utilisant Google Scholar, un outil bien pratique qui permet de chercher des papiers scientifiques justement. Une petite recherche et nous l'avons. En plus, merveille, l'article est en accès libre. Et oui, ce n'est pas toujours le cas, hélas, mais c'est un autre sujet, un autre débat. Revenons à l'article. Je me permets de le survoler parce que je l'ai déjà lu. On y voit plein de belles figures, dont celle-ci, où on voit la température avec un point par mois, la température avec un point par an, et la température avec une moyenne lissée, la tendance au long terme. Je vous la montre parce qu'on l'utilisera plus loin, donc souvenez-vous-en. On continue de regarder rapidement l'article et on tombe sur la figure que Monsieur Courtillot utilise. On voit bien la température pour les terres, la température pour les océans, avec les incertitudes qui laissent Monsieur Courtillot pantois. Et juste en dessous, et je ne rigole même pas, c'est littéralement juste en dessous, on a l'explication de ce qui laisse Monsieur Courtillot pantois. Il est écrit qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes sur les données terrestres parce que la température au-dessus des continents est beaucoup plus variable que la température de surface des océans. La température au-dessus des océans change lentement et est très corrélée dans le temps et l'espace, contrairement à la température au-dessus des terres qui peut changer très vite dans le temps et varie beaucoup dans l'espace. Il faut 3300 fois plus d'énergie pour élever un mètre cube d'eau d'1 degré que pour élever un mètre cube d'air. La conséquence directe, c'est qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour chauffer les océans que l'atmosphère. Les scientifiques estiment que 90% de l'énergie supplémentaire stockée sur Terre entre 1970 et 2010 a été absorbée par les océans. Pourtant, quand on regarde la température de surface des océans, elle a augmenté 2 fois moins que celle de l'atmosphère. C'est parce que la température des océans varie lentement dans le temps et dans l'espace qu'on peut estimer leur température avec plus de précision que les températures terrestres. Leur température varie lentement parce que l'énergie qu'il faut fournir pour la faire varier est absolument faramineuse. On a donc une bonne idée de la façon et de la vitesse à laquelle cette température peut varier, ce qui limite l'incertitude. Et cette grande inertie thermique de l'eau, on en fait tous l'expérience. Par exemple, il faut beaucoup de temps pour chauffer l'eau des pâtes. Ou alors, en été, la température de la mer est plus froide que celle de l'air. Et en hiver, la température de la mer est plus chaude que celle de l'air. On pourrait aussi penser aux piscines, ou au nombre de semaines de gel qu'il faut pour geler un lac jusqu'au fond. Je pense que c'est une idée facile à saisir, parce que, en fait, on en fait tous l'expérience. Je ne vais pas m'étendre sur la façon dont les températures marines sont calculées, parce que les traitements statistiques sont un peu longs et compliqués à expliquer. Mais ce qui laisse un grand physicien pantois, c'est un phénomène physique simple. Ce phénomène est en plus rappelé dans l'article qu'il utilise, juste en dessous de la figure qu'il utilise. Et il prétend ne pas comprendre. J'ai comme l'impression qu'il se moque un peu de son public. Et pour citer Monsieur Courtillot, je vous avoue, pour être clair, que ça me laisse absolument pantois. Bref, passons à la suite. Alors ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. À notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait 4 ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Les chercheurs britanniques sont prêts à nous donner les données
travaillées telles qu'elles apparaissent là, elles donneront toujours le même résultat. Mais les données d'origine qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les données de tous les bateaux dans chaque carré de 500 km de côté, eh bien c'est considéré comme une propriété privée et il nous est conseillé de refaire la totalité du travail mené par cette trentaine de chercheurs depuis 30 ans si nous voulons vérifier nous-mêmes les choses. Évidemment, c'est un travail gigantesque, surtout quand on n'est pas un laboratoire spécialisé et qu'on n'est pas nombreux, mais nous avons commencé à le faire. Et avant que je vous montre comment nous avons commencé, je vous montre la dernière version que vous pouvez télécharger aujourd'hui sur votre Internet de la variation de la température la plus précise depuis 150 ans, donnée toujours par ce Met Office, donc par l'Office météorologique et le centre de recherche climatique principal britannique. Là, les données sont données de façon plus précise, je crois que c'est une fois tous les mois. Donc vous voyez que l'évolution de la température est extrêmement chahutée, agitée, vous y distinguez des tendances. Vous voyez bien que la température vers la droite, c'est-à-dire vers l'an 2000, est un peu plus haute, d'environ 0,8 degrés Celsius, que la température à gauche, c'est-à-dire il y a environ 150 ans. C'est ça, le réchauffement climatique. Mais vous voyez que ce réchauffement climatique global, il n'est pas du tout régulier, il n'est pas homogène. Il n'évolue pas de façon accélérée, comme je le croyais avant de commencer à regarder ces données. Il évolue plutôt par des tendances que je vous ai soulignées ici par des traits rouges. Pendant quelques dizaines d'années, ça a l'air d'être assez rectiligne. Et puis tout d'un coup, assez brutalement, la pente change et vous voyez les périodes auxquelles les valeurs de cette température ont changé. On va maintenant regarder les courbes de tendance de Monsieur Courtillot. Donc vous voyez, je récupère bien la tendance et en fait ce que je fais, c'est que j'utilise les courbes de température que je vous ai montrées précédemment, que j'obtiens dans l'article dont Monsieur Courtillot s'est déjà servi. Ça me permet d'avoir les courbes de température de l'époque de Monsieur Courtillot, de l'époque de cette conférence, parce qu'entre-temps, ces températures évoluent un petit peu, sont ajustées avec les données nouvelles, donc elles ont pu changer. Donc pour avoir quelque chose de l'époque de Monsieur Courtillot, je me sers de cet article. Donc on voit que j'ai quelque chose de très proche de ce que nous présente Monsieur Courtillot, c'est juste un peu plus lisible, et il manque 1 ou 2 ans. Bon, alors là déjà, on voit qu'il y a un petit endroit dans sa courbe de tendance qui est un petit peu problématique. Moi je vous avoue que si je devais tracer une courbe de tendance ici, je l'aurais pas tracée comme ça, mais plutôt comme ceci, avec la ligne violette. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que d'utiliser une moyenne mensuelle, on peut utiliser une moyenne annuelle. C'est déjà plus lisible et on voit mieux les tendances à l'œuvre. Mais ce qu'on peut faire de mieux encore, ce qu'on fait souvent quand on veut voir la tendance, c'est utiliser des moyennes glissantes. Donc dans ce cas-là, un point dépend de ce qui se passe autour et ça nous permet de nous affranchir des effets périodiques à moyenne nulle. Ça nous permet de voir la tendance, de voir comment ça évolue. C'est souvent comme ça qu'on fait et si on utilise cette courbe-là, on voit déjà que les courbes de tendance de Monsieur Courtillot ont tendance à exagérer quand même pas mal la tendance justement. Et ce qu'on peut faire pour voir un peu ce que donne la fin de la courbe, c'est tracer les autres données qu'il y a eu depuis en fait, les données qu'il y a eu depuis cette conférence de Monsieur Courtillot. Et donc on voit que là, la tendance qu'il voulait voir à la baisse, on l'observe pas du tout en fait. Ça a continué d'augmenter et même très fortement ces dernières années. En fait, ce que fait Monsieur Courtillot ici, c'est quelque chose d'assez classique aussi chez les climato-sceptiques, c'est de voir des pauses, des ralentissements ou des cycles dans les températures. Et la présence de ces pauses, de ces ralentissements, de ces oscillations contredirait la thèse officielle qui serait un réchauffement continu du climat. Sauf que la thèse officielle n'a jamais été un réchauffement continu du climat. Les scientifiques sont très bien au courant qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, et ce que dit la théorie dominante, c'est qu'à cause des émissions continues de gaz à effet de serre, notre climat se réchauffe au long terme. Personne n'a jamais dit que chaque année devait être plus chaude que la précédente. Alors pourquoi ça se comporte comme ça? Pourquoi ce n'est pas une belle augmentation toute lisse? Pourquoi il y a des variations? Pourquoi on voit des minima et des maxima locaux, jusqu'au prochain El Niño par exemple, qui bat systématiquement le précédent? Eh bien, parce qu'il y a des facteurs naturels qui jouent sur le climat. Ces facteurs ont une moyenne nulle, donc ils n'expliquent pas le réchauffement, mais ils expliquent une oscillation sur quelques années. Et par exemple, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo sur les facteurs naturels qui jouent sur le changement climatique, mais ce qu'on peut faire, vu qu'on connaît bien l'impact de la variation d'activité solaire ou de El Niño ou des volcans, c'est qu'aux températures, on peut soustraire l'impact de ces facteurs naturels, et ce qu'on voit apparaître, ce coup-ci, c'est une belle montée continue, rectiligne, et là je suis sûr que même Monsieur Courtillot arriverait à tracer une courbe de tendance, parce que je pense que cette figure est assez claire. Donc là, ce qu'on voit, c'est quand on a retiré les facteurs naturels qu'on connaît, ça continue d'augmenter comme ça linéairement et ça c'est l'impact des activités humaines qui est à mon avis indéniable sur les dernières périodes. Ceci étant dit, Monsieur Courtillot nous montre quand même qu'il y a une variabilité sur cette courbe qu'on ne peut pas nier. Elle est là, on la voit, même moi là j'ai tracé des petites courbes de tendance à la main rapidement pour les mettre en évidence, je pense que cette variabilité est évidente.
Alors on va pas s'intéresser à ce qui se passe avant 1920, parce qu'en gros, ce qui se passait à cette époque-là, c'est que nos activités humaines n'avaient pas encore tellement d'impact sur le climat, donc on observe surtout une variabilité due à des facteurs naturels, qui peuvent être des oscillations océaniques, un changement d'activité solaire qui évolue constamment, ou des volcans, par exemple. Par contre, là où c'est vraiment intéressant et là où il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre 1940 et 1970? Parce que c'est vrai, là, les activités humaines avaient commencé à prendre de l'importance. On voit un réchauffement qui est pas négligeable entre 1920 et 1940, et puis d'un coup, ça refroidit. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser et qui est très intéressante. Ce qui est important à comprendre, c'est que les activités humaines n'impactent pas le changement climatique qu'à travers les gaz à effet de serre. Bon, déjà évidemment, il y a les gaz à effet de serre, et dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le dioxyde de carbone. Il y a d'autres gaz comme le méthane, dont on parle quelques fois. Ensuite, on a de l'impact par le changement d'utilisation des sols. Quand on coupe une forêt, par exemple, ou qu'on construit une ville, ça va changer la réflexion des rayons solaires sur le sol, et ça affecte le climat. Cet impact n'est pas très important. Par contre, ce qui est important, et ce qu'on oublie souvent, c'est que nos aérosols ont un gros impact sur le climat. Donc les aérosols, c'est quoi? En gros, c'est notre pollution, c'est des petites particules qui sont dans l'air. Et ça peut être des petites particules solides, donc des résidus de combustion. Ça peut être aussi des gaz soufrés qui vont faire en fait des petites particules d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et ça a un énorme impact sur le climat parce que ces petites gouttes d'acide sulfurique, elles renvoient le rayonnement solaire. Donc évidemment, ça refroidit la Terre. Et c'est ce qui se passe quand il y a un gros volcan qui refroidit le climat sur quelques années. C'est à cause de ces gaz soufrés en grande partie, et un peu à cause des poussières qui créent des nuages. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet indirect des aérosols, c'est que ces petites particules, en retombant ou en étant aux bons endroits dans l'atmosphère, vont créer des nuages. Nuages qui, eux aussi, ont un impact sur le climat. On a deux gros impacts, nos gaz à effet de serre qui réchauffent le climat et nos aérosols, notre pollution qui le refroidit. Les aérosols, aujourd'hui, sont moins forts que notre impact de gaz à effet de serre, et c'est pour ça que quand on somme les deux, on a toujours un impact positif et que le climat se réchauffe. Mais il faut comprendre que les aérosols contrebalancent une partie de nos gaz à effet de serre. C'est très important de comprendre. Le jour où on arrête de polluer, où on arrête nos émissions d'aérosols, ces aérosols ne durent que quelques années au maximum dans l'atmosphère, donc en quelques années cet effet disparaît et le réchauffement s'accélère. Parce que nos gaz à effet de serre ne sont pas là pour quelques années. Le méthane est là pour 10 ans, mais le CO2 est là pour des centaines ou peut-être des milliers d'années, c'est très dur à dire. Tout ça pour en venir où? Pour en venir à cette stabilisation ou cette diminution des températures entre 1940 et 1970. En tout cas, cette nette rupture avec l'augmentation d'avant et d'après. L'explication qu'on a pour cette période, c'est les aérosols. Et ça, on peut bien le voir si on regarde les émissions de gaz soufrés par les activités humaines. Et ce qu'on voit sur cette figure, c'est que ces émissions ont fortement augmenté entre les années 45 et 70. Vous pouvez voir que ces émissions de gaz soufrés sont dues au charbon, au pétrole et à diverses activités industrielles. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Pourquoi ça se calme comme ça? Eh bien parce que ça reste des polluants, ça reste de la pollution de l'air, et même encore aujourd'hui, vous savez que la pollution de l'air reste un problème de santé publique. Ça fait des centaines de milliers, voire quelques millions de morts par an. Donc c'est un problème sérieux. En plus, pour les gaz soufrés, ça posait un autre problème qui est celui des pluies acides, parce que ces aérosols d'acide sulfurique, il faut bien qu'ils retombent un jour, et quand ils retombent sur le sol, ça brûle un peu nos cultures, ça a des effets négatifs sur la terre et puis sur les forêts également. Donc ça posait des gros problèmes environnementaux, et pour lutter contre ça, il y a eu des politiques d'État, des régulations, notamment dans les années 70 aux États-Unis, le Clean Air Act, qui est une des premières grandes lois de régulation sur la pollution de l'air, et qui est encore quelque chose qui embête aujourd'hui M. Trump. Et donc dans les années 70, avec la mise en place de toutes ces régulations, on voit un arrêt de cette grosse augmentation et même une légère diminution avec le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, pour être clair? Ce qui s'est passé, c'est que cette forte augmentation des émissions de gaz soufrés entre les années 45 et 70 augmente les aérosols dans l'atmosphère, ce qui a un effet de refroidissement sur la Terre. Et cet effet de refroidissement, vu qu'on a envoyé beaucoup de gaz soufrés, était suffisamment important pour compenser le réchauffement climatique dû à nos gaz à effet de serre. Avec l'arrivée de régulations sur la qualité de l'air dans les années 70, on envoie moins de gaz soufrés. Mais nos gaz à effet de serre, on continue d'en envoyer de plus en plus, et ceux qu'on envoie restent là. Donc cet impact de réchauffement se met à augmenter beaucoup plus vite que le refroidissement dû aux aérosols. L'effet de réchauffement dû à nos activités reprend largement le pas sur le refroidissement, et les températures repartent à la hausse. Et les scientifiques comprennent très bien pourquoi il y a eu cette pause entre les années 40 et 70. C'est pas du tout un mystère, c'est pas du tout quelque chose qui viendrait détruire une théorie bancale.
Non, c'est complètement intégré. On comprend l'impact des aérosols, c'est souvent quelque chose qui est discuté. Il faut bien comprendre 2 choses. Un, le rôle de ces aérosols, dans le climat, parce que je pense que c'est quelque chose dont on parle peu et ça a un impact important et vu que c'est des effets de notre pollution, il faut en être conscient. Et 2, surtout, qu'on explique très bien cette cause, en fait. On explique, on comprend les oscillations, on comprend les courbes de tendance qui ont l'air de fâcher monsieur Courtillot. C'est pas du tout un mystère. Au début, je pensais innocemment que Monsieur Courtillot ne connaissait juste pas cet aspect, ce qui aurait été surprenant mais pas impossible. Mais dans les questions-réponses de la vidéo, il dit avoir lu le rapport du GIEC en entier, le rapport scientifique. Et ce point, celui des aérosols, y est longuement abordé. Du coup, s'il a vraiment lu le rapport du GIEC, pourquoi il fait comme s'il n'a pas de connaissance de cet aspect fondamental du climat? Monsieur Courtillot dit aimer les faits et les observations, mais il semble volontairement oublier ceux qui contredisent l'histoire qu'il aimerait nous raconter. Donc oui, je conclurai ça à la fin de mon exposé, il y a bien en 150 ans un réchauffement climatique, mais tout dépend des périodes où vous vous mettez. Si vous vous mettez entre 1879 et 1912, il y a un refroidissement climatique. Et pour ceux qui ont mon âge, il y a longtemps qu'on sait que pour ceux qui sont nés à la fin des années 40, au début des années 50, quand ils ont atteint leurs 20 ans en 1970, il y avait eu une baisse assez régulière de la température, au point que je rappelle à ceux qui l'ont oublié que les journaux des années 70-80 craignaient le retour vers une période glaciaire et une période de froid. Et on voyait autant d'articles disant « attention, on va vers le grand froid » que dans les années 2000, nous voyons d'articles disant « on va vers le chaud » parce que vous le voyez, on vient de vivre une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années pendant laquelle le réchauffement est indiscutable. Une anecdote à moitié vraie. Il est tout à fait vrai que dans les années 70, les inquiétudes devant un refroidissement ont fait quelques gros titres. Si un réchauffement climatique n'est pas souhaitable pour notre espèce, une glaciation ne l'est pas non plus. Par contre, cette position était très loin de faire consensus chez les scientifiques. Des scientifiques ont même fait une analyse des articles scientifiques de l'époque pour combattre ce vieux mythe climato-sceptique et lutter contre ce type de désinformation. Ils ont trouvé que sur 71 études sur le climat entre 1965 et 1979, 7 parlent d'une baisse de température, alors que plus d'une quarantaine parlent d'un réchauffement dû aux gaz à effet de serre. Il n'y a jamais eu de consensus scientifique sur le refroidissement climatique, alors que le consensus sur les réchauffements est maintenant solidement établi. Les scientifiques qui craignaient un refroidissement se basaient sur une forte augmentation des aérosols dont on a parlé avant. Et ce n'était pas une hypothèse complètement idiote quand on regarde la forte augmentation de nos rejets de gaz soufrés avant 1970. Voilà, je pense que c'était une anecdote intéressante et on a expliqué un mythe climato-sceptique de plus. Donc merci Monsieur Courtillot de nous permettre indirectement de comprendre mieux le climat. Je reparlerai du grand rapport qui a été fait par un groupe d'experts, et c'est un sujet qu'on pourrait voir dans le débat en lui-même, que la constitution et le fonctionnement de ce groupe d'experts, qui s'appelle IPCC en anglais, et vous voyez ça en bas de la citation sur cette diapositive, GIEC, GIEC pour Groupement intergouvernemental d'études du climat en français. Juste un mot rapide sur le GIEC parce que la vidéo est déjà longue. Les rapports du GIEC sont écrits par des scientifiques reconnus par leurs pairs qui produisent bénévolement une synthèse des travaux scientifiques. Le GIEC ne fait pas de recherche et ne fait que rendre les connaissances scientifiques abordables pour le public et les politiques. Les climato-sceptiques n'ont plus beaucoup d'éléments scientifiques à opposer à la théorie du réchauffement climatique anthropique. Faute de pouvoir attaquer le message, ils attaquent souvent le messager. Vous verrez donc le GIEC constamment dénigré dans ce type de vidéo. Ce groupement, tous les 5 ans, fait un rapport sur l'état des connaissances. Voici une des figures fondamentales du dernier rapport qu'il a remis en 2007 à l'ensemble des gouvernements et qui est la base de tout ce que vous pouvez lire dans tous les journaux et dans toutes les décisions d'hommes politiques ou de gouvernements sur le réchauffement climatique. Alors je commente cette figure parce qu'elle est un peu pâle. Vous voyez en bas 3 diagrammes, en bas à droite. Celui de droite, c'est la température moyenne de l'océan en noir, celui du milieu des continents et celui de gauche, c'est le global, c'est la somme des deux. Donc, c'est les courbes que vous venez de voir dans les diapositives précédentes, mais on a pris une valeur tous les 10 ans. Elles ont été énormément lissées pour qu'on en sente que la tendance. Et puis au-dessus, vous voyez très mal une carte géographique du monde entier. Vous devez à peine distinguer les lignes de côte des continents. Et on a fait les moyennes de température par continent pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Australie, qui sont à peu près mises dans leur position sur ce planisphère. Vous voyez que toutes ces courbes montrent le réchauffement climatique. Elles montrent toute une montée jusque dans les années 40, une descente, pas toutes, mais la plupart, jusque dans les années 70, et une franche montée depuis les années 70. Le réchauffement climatique, qu'on suppose anormal, est dû au gaz carbonique et aux gaz à effet de serre relâchés par l'homme. Un des messages principaux de ce rapport, c'est les courbes qui figurent en bleu pâle et en rose. En bleu pâle, c'est les calculs d'ordinateur
dans lesquels on met tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui de la physique du globe, le soleil, les volcans, les nuages, tout ce qu'on peut, et on calcule l'évolution du climat, et on trouve que ça ne devrait pas changer, on trouve la courbe bleue, ou plutôt des tas de courbes bleues qui vous indiquent un peu l'incertitude dans ces modèles. Et quand on rajoute le gaz carbonique envoyé par l'homme dans l'atmosphère, tel qu'il nous est connu, et je vous dirais qu'il nous est très bien connu, et qu'il augmente très vite, eh bien on obtient les courbes en rose. Et c'est ce diagramme qui, pour le GIEC et pour tous les gouvernements du monde, démontre à 90 chances sur 100, dit le rapport, que le réchauffement climatique désormais est sorti du bruit, qu'il est dû à l'homme, qu'il est dû au gaz carbonique et au gaz à effet de serre relâché par l'homme et qu'il se mesure par ces courbes. Le GIEC fournit un rapport des connaissances scientifiques sur la question du changement climatique. Le rapport contemporain de M. Courtillot fait plus de 1000 pages. Un rapide coup d'œil au sommaire montre que la majorité du contenu présente des faits, des mesures, des observations. Un chapitre est consacré au modèle et un autre à l'attribution du réchauffement observé. Quand on regarde le sommaire du chapitre sur l'attribution, on voit très vite que ça ne se résume pas au modèle. Même cette question ne se résume pas au modèle. Ce que fait M. Courtillot en disant que tout repose sur cette figure, c'est juste de la diffamation pure et simple. Pour faire ça, il faut être absolument certain que votre auditoire ne lira jamais ne serait-ce que le sommaire d'un rapport du GIEC. Ce qui explique pourquoi les climato-sceptiques déploient tant d'efforts pour dénigrer le GIEC. Le GIEC fournit tous les éléments factuels qui peuvent déconstruire leur discours. Regardons tout de même la figure que nous présente M. Courtillot. On voit en bleu les modèles qui ne prennent pas en compte les activités humaines et leurs effets, et en rose les modèles qui intègrent les effets de l'homme sur le climat. Vous pouvez voir aux États-Unis et surtout en Europe que la courbe rose diminue dans les années 70. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on prend en compte les aérosols dont on a déjà parlé. Quand M. Courtillot dit que ces courbes roses n'ajoutent que le CO2, il s'est encore moqué de nous. Ces courbes roses prennent en compte tous les effets connus de l'homme sur le climat. Mais je crois qu'on a déjà expliqué précédemment pourquoi il préfère taire notre connaissance des aérosols. Cette autre figure que je vous ai montrée précédemment fait partie du rapport du GIEC et même du résumé. Et elle est, à mon avis, plus intéressante que celle que nous présente M. Courtillot sur les modèles. Il faut comprendre que beaucoup de nos impacts sur le climat qui sont montrés ici, comme l'effet du CO2 ou des aérosols, peuvent être directement mesurés, notamment grâce aux satellites. Notre compréhension du climat repose sur des centaines d'éléments différents. Notre compréhension du climat ne repose certainement pas uniquement sur des modèles ou des corrélations. Alors en allant relativement rapidement, parce que le temps me l'impose, je vais vous montrer que nous avons essayé de reproduire ces courbes, puisqu'on refusait depuis ce centre anglais de nous en donner les données. Et nous avons repris, par exemple, 44 stations météorologiques parmi les meilleures et les plus complètes en Europe. Et là, nous ne nous sommes pas contentés d'avoir une valeur par mois. Nous avons pris la température minimum, maximum et moyenne de chaque station météo, chaque jour de l'année, de tout le XXe siècle. Vous voyez ici la moyenne de ces stations, c'est le changement climatique de l'Europe. Vous voyez qu'il n'a pas du tout la forme qu'on attendait. Il est manifestement, et je vous donne une interprétation ici, pratiquement plat. Il n'y a aucun réchauffement climatique en Europe de 1900 à 1985. Et ensuite, en 1 ou 2 ans, autour de 1987, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a un véritable saut. Et nous sommes désormais, depuis quelques dizaines d'années, apparemment, dans un climat à nouveau qui est une tendance plate, mais qui est sensiblement plus chaud. De combien ? Vous le lisez à gauche, environ 1 degré Celsius. Le réchauffement climatique en Europe, c'est rien jusqu'en 85, tout en 2 ans, et plat depuis. Et pas d'évolution climatique depuis 1987, c'est-à-dire depuis 20 ans. Il y a 20 ans que ça ne change plus. Quand nous avons découvert ça, on a été très étonnés, c'est pas l'image qu'on en avait. Bon, vu que ces données existent, je peux vous montrer à quoi ressemble la température moyenne pour l'Europe. On voit que ce n'est pas tout à fait la courbe de M. Courtillot. On retrouve un léger réchauffement suivi d'un léger refroidissement et puis à nouveau un réchauffement plus fort. Le refroidissement dû aux aérosols est plus marqué en Europe qu'ailleurs parce que c'est tout simplement là que beaucoup d'émissions de gaz soufré avaient lieu et que les aérosols ont un effet local. Pourquoi les courbes de M. Courtillot sont différentes de ce qu'on trouve ailleurs ? On peut trouver une explication simple. On ne regarde pas la même chose. Monsieur Courtillot montre comment évolue la moyenne spatiale des minimums de température. Alors que ce que montre tout le monde, c'est l'évolution de la moyenne spatiale, de la moyenne temporelle de température. Pour faire simple, la maîtresse rend les copies et annonce que la moyenne de sa classe de 30 élèves a augmenté d'1 point par rapport au dernier trimestre. Et Monsieur Courtillot répond que selon ses calculs, la moyenne minimale n'a pas changé et donc qu'elle a tort. Monsieur Courtillot a peut-être raison pour le minimum, mais sa réponse est absolument absurde et ne peut pas remettre en cause la moyenne. Pourquoi compare-t-il l'évolution du minimum et de la moyenne ?
C'est assez mystérieux parce que cette démarche n'a pas beaucoup de sens. On peut imaginer plein de cas où une moyenne évoluerait différemment du minimum. Il dit également autre chose d'intéressant, que le Hadley n'a pas voulu lui donner des données de température. À l'époque de M. Courtillot, les données de la NOAA et de la NASA étaient déjà en accès libre. Seul le Hadley avait des données inaccessibles. Depuis le début, il nous ment en nous disant que le Hadley est le seul centre pour pouvoir nous raconter sa petite histoire. Il avait besoin de ce vilain mensonge pour pouvoir faire son petit numéro de Calmero, de scientifique maltraité par sa communauté et essayer de s'attirer la sympathie du public. Depuis, même les données du Hadley sont en accès libre. Et là, vous vous dites, si tout est en accès libre, qu'est-ce qui empêche les climato-sceptiques de faire leurs propres calculs pour prouver leur dire? Eh bien rien. Et au moins un l'a fait. Richmuller était un sceptique, mais un vrai. Pas quelqu'un qui vit dans le déni et ou manipule les foules, mais il avait juste de sérieux doutes scientifiques sur la qualité des données de température. Au lieu de le crier sur tous les toits, il a récupéré toutes les données qu'il a pu trouver et a mis au point un nouveau traitement statistique pour pallier certains défauts des traitements existants, comme les îlots de chaleur ou l'intégration de stations météo considérées comme peu fiables. Ce type de scepticisme est ce qui fait avancer la science. C'est donc quelque chose de très commun dans le domaine scientifique. Avec une douzaine d'autres chercheurs, il a mis au point un nouveau jeu de données de température. C'est celui du Berkeley F Group dont je vous ai dit au début qu'on en reparlera. En gros, le jeu de données que ce sceptique a créé est considéré par le dernier rapport du GIEC comme un des 4 jeux de données de référence. Si vous allez sur son site, vous pouvez télécharger toutes les données brutes et traitées et même obtenir le code qu'il a utilisé. C'est une transparence, une démarche qui est absolument admirable. Sa démarche sceptique l'a amené à venir confirmer la théorie consensuelle d'un réchauffement climatique d'origine humaine. Mieux que ça en fait, il a trouvé que le GIEC dans son 4e rapport sous-estimait l'impact de l'homme sur le climat. Et il le dit lui-même, les faits l'ont convaincu. Il ne se considère plus comme un climato-sceptique. Qui sait? Si M. Courtillot avait eu une approche réellement sceptique et avait été jusqu'au bout de son analyse, il aurait pu trouver la même chose. Sur 150 stations météorologiques des États-Unis. Et voilà la courbe qu'on a obtenue. Et on retrouve une chose que les climatologues savent bien, c'est que ces courbes sont très différentes d'une région climatique à l'autre et que d'en faire la somme et de mettre tout dans un même paquet, on n'est même pas sûr d'un point de vue physique, thermodynamique pour les spécialistes, que ça ait un sens. Je fais une toute petite parenthèse pour les physiciens. On sait qu'en thermodynamique, on peut ajouter les volumes, on ne peut pas ajouter les températures. Si vous ajoutez le volume de 2 pièces qui sont côte à côte, vous avez le volume des 2 pièces. Si vous faites la moyenne des températures des 2 pièces, ce n'est pas la température moyenne des 2 pièces, ça dépend de la façon dont on ouvre la porte, de l'histoire, de l'isolation des murs et ainsi de suite. Donc attention, la notion de température globale, je vous glisse cette incertitude qui me taraude moi-même, nous ne sommes même pas sûrs que ça signifie quelque chose et en tout cas, la température moyenne telle qu'elle est calculée n'est pas une température au sens thermodynamique. Un passage très intéressant qui mérite quelques mots. Quand on fait la moyenne de température, on ne fait pas la moyenne de 2 volumes complètement différents. Si on a 18 mesures à Paris et 1 à Marseille, on ne fait pas la moyenne des 19. On ne fait pas une moyenne des stations météo, on fait une moyenne spatiale. On applique d'abord une grille sur toute la planète, puis dans chacun de ces carreaux, on détermine la température. Vu que la Terre est ronde, tous les carreaux ne font pas la même taille. Donc après, on fait la moyenne des températures, mais une moyenne pondérée par la taille du carreau. Du coup, non, les scientifiques ne font pas une moyenne de la température de volume complètement différent. Ils s'affranchissent du problème qu'a bien soulevé M. Courtillot en faisant une moyenne spatiale. La densité de l'air au niveau du sol étant à peu près constante, cette température globale peut être vue comme un indicateur de l'énergie contenue par la basse atmosphère. Après, je partage un peu la réserve de M. Courtillot vis-à-vis de cet indicateur, la température globale. Et je vais même vous donner mon opinion personnelle sur la question. Je pense qu'utiliser un indicateur comme le forçage radiatif, donc le flux supplémentaire d'énergie qui s'ajoute au système Terre par rapport à un état de référence, est plus pertinent. La température moyenne est mal comprise par le grand public, ce qui laisse beaucoup trop de prise à ceux qui veulent manipuler l'opinion sur cette question. 1 degré de plus ou de moins, ça paraît insignifiant. Alors que ça ne l'est pas. C'est à mon avis le plus gros problème de cet indicateur. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température en effet a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30 et l'année dernière. La météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis.
vous voyez que la courbe est très différente de la courbe française. Mais vous voyez surtout, je vous reproduis la figure du GIEC, nous n'avons eu le temps de faire que cela, que pour les deux courbes que nous avons reproduites, l'Europe en haut à droite, vous la comparez, il y a une petite flèche qui les lie à ce que dit le GIEC il y a 1 an et demi, vous regardez les États-Unis, vous voyez que tout simplement les courbes du rapport du GIEC sont fausses. C'est la base de la décision d'à peu près tous les gouvernements mondiaux. Cette courbe n'est pas très fausse, mais elle a une incertitude sous-évaluée, une forme qui n'est pas la bonne, elle est très mal décrite. Il n'y a qu'un point tous les 10 ans au lieu d'un point par mois, et pour des raisons bizarres, toutes les courbes se ressemblent, alors que vous voyez que dans la réalité, les courbes varient beaucoup d'une région à l'autre. Monsieur Courtillot nous parle encore de l'évolution de la température minimum et compare ça avec l'évolution de la température moyenne. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ce point particulier puisque comparer les évolutions des températures minimum et moyennes n'a pas beaucoup de sens. Mais quand on pense à ce qu'il dit ici, c'est tout de même assez incroyable. Le GIEC représente une synthèse de ce qui fait consensus dans la communauté scientifique. Et Monsieur Courtillot nous dit que c'est faux. Pourquoi ? Parce que ses propres calculs de l'évolution du minimum ne correspondent pas à ce que la communauté scientifique obtient quand elle s'intéresse à l'évolution de la moyenne. On nage en plein délire. Par ailleurs, les données existent pour les États-Unis. Voici à quoi correspond l'évolution de la température moyenne. Et vous pouvez voir que c'est bien différent de la courbe présentée par Monsieur Courtillot. Au passage, on peut voir que le record des années 30 a été battu et que la tendance est clairement au réchauffement. Le refroidissement dans les années 60-70 est encore une fois dû aux aérosols, et vous le savez maintenant très bien. Je pense que ce type de connaissance permet d'avoir quelques défenses intellectuelles contre certains des arguments classiques des climato-sceptiques. C'est intéressant de voir que Monsieur Courtillot se concentre sur les États-Unis et l'Europe, où l'impact des aérosols entre 50 et 70 est bien plus visible qu'ailleurs, puisque c'est ici que se concentrait l'activité industrielle à l'époque. Monsieur Courtillot a découpé son intervention en 3 idées distinctes, et on arrive au bout de la première. Ça veut aussi dire que c'est la fin de cette longue analyse. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps, bien plus que je l'imaginais en me lançant dans cette petite aventure. Et le seul truc, c'est que je sais pas trop si les gens qui sont convaincus par Monsieur Courtillot ou des arguments semblables regardent ce type d'analyse. C'est toujours très difficile de savoir quelle utilité on a avec ce type de contenu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça pertinent, si vous trouvez ça utile et à me faire des retours pour que je puisse un peu juger de l'intérêt de faire ce type de vidéo. Et je dois avouer que je me suis senti un peu trahi par Monsieur Courtillot parce que c'est un physicien pour lequel j'avais de l'admiration. Et en faisant cette analyse, en fait, je me rends compte que s'il dit vrai quand il dit qu'il a lu le rapport du GIEC, et j'ai aucune raison de penser qu'il ment, bien, il connaît l'existence des aérosols, il sait que le Hadley c'est pas le seul centre, il sait qu'une température minimum c'est pas une température moyenne, il sait tout ça. Et moi ce que je vois avec mon analyse, c'est à mon avis quelqu'un qui tente de manipuler son public. Et ça je pense que c'est beaucoup plus grave que de se tromper, ça arrive à tout le monde de se tromper. Moi j'ai déjà discuté avec des climato-sceptiques qui avaient juste pas certains éléments ou qui comprenaient pas certains mécanismes physiques. À mon avis ça c'est beaucoup moins grave que de vouloir manipuler sciemment son auditoire. C'était le Réveilleur et à bientôt sur le net.